Chers abonnés d'Omerta, bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition du Grand Entretien. Aujourd'hui, je reçois Thibaut de Montbrial. Bonjour Thibaut. Bonjour Régis. Vous êtes, pour vous présenter, on vous connaît, on vous voit souvent à la télévision. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Je vais citer deux de vos ouvrages très importants. Le premier, Le sursaut ou le chaos, aux éditions Plomb en 2015. Et le dernier, Osons l'autorité, il est publié aux éditions de l'Observatoire en 2020. Ma première question, on va rentrer directement dans l'actualité, mais on sait que depuis 10 ans, des faits divers mettant en cause des délinquants et des criminels étrangers, je citerai les attouchements sexuels à Cologne, l'affaire Lola, les enfants attaqués au couteau à Annecy. Une question, comment en est-on arrivé là ? Vaste sujet, vaste sujet. En réalité, on ne peut pas comprendre la situation que la France et l'Europe occidentale en général affrontent si on ne remonte pas sur les 40 dernières années. Dans le livre « Le sursaut ou le chaos », j'ai un de mes chapitres qui s'appelle « 40 années de lâcheté et de renoncement ». Pas mieux aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui une addition qui nous est présentée. Vous savez, les causes finissent toujours par avoir des conséquences. Même quand on est dans le déni total, à un moment, on est rattrapé par le principe de réalité. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, je vais parler de la France, mais c'est globalement, et même s'il y a des circonstances propres à chaque pays qui peuvent légèrement différer, on est quand même globalement sur les mêmes problématiques. Depuis une quarantaine d'années, la France a lancé une politique d'immigration qui est une politique d'immigration qui n'a absolument pas été réfléchie dans ses conséquences. Elle répondait à des impératifs économiques sur le pourquoi, il n'y a pas de difficulté. La question, c'est que tout ça n'a pas été pensé. Nous étions, à la fin des années 60, au début des années 70, dans la foulée, déjà vers la fin, mais on ne le savait pas, des 30 Glorieuses. Il y avait besoin de main-d'œuvre. On était dans une espèce d'euphorie qui avait suivi les deux énormes saignées successives des guerres de 14 et de la guerre de 40. C'était la première génération qui n'avait pas combattu ni en 14-18, ni en 40, ni en Algérie. Donc on est dans une logique de croissance, dans une logique, une forme d'insouciance, et il faut bâtir. Il faut de la main-d'œuvre. Il faut de la main-d'œuvre, et on ouvre les vannes sans se poser la moindre question sur les conséquences en cascade que l'ouverture des vannes pour un besoin identifié, qui est un besoin de main-d'œuvre, va générer. Et petit à petit, là-dessus, à mon sens, il y a une erreur politique majeure, qui n'est pas une erreur, qui est une décision, qui est celle de François Mitterrand, d'utiliser et d'instrumentaliser la question migratoire et plus généralement les valeurs patriotiques pour empêcher que la droite qui avait été battue en 1981 puisse reprendre le pouvoir d'une façon crédible et notamment gagner l'élection présidentielle de 1988. Avant de continuer, il ne faut pas oublier que les principales erreurs ont été commises non pas par François Mitterrand, mais par la droite dans les années 70, puisque peu de temps avant... Giscard, quand même. Et Régis, souvenez-vous, peu de temps... Regroupement familial, toute cette... Exactement, oui. Vous avez tout à fait raison. Et peu de temps avant sa mort, le président Giscard d'Estaing rappelait que sa principale erreur et son principal regret, la principale erreur qu'il reconnaissait, c'était de ne pas avoir régulé le regroupement familial. J'ajoute un dernier point sur cet arrière-plan des années 70, c'est qu'on est également dans la construction européenne avec une volonté d'y arriver qui s'explique, comme je le disais tout à l'heure, par le fait qu'on s'était battu beaucoup dans les décennies précédentes et qu'on n'avait plus envie, et ça c'est une bonne chose, de le faire, et qu'on s'était réunis, les pays européens s'étaient entendus autour d'un corpus de valeurs communes qui sont les différents traités européens et la Convention européenne des droits de l'homme. Et là, il y a une erreur juridique majeure. Il y a une erreur politique qui est celle, d'une manière générale, des partis de droite en France, et même du Parti socialiste, de laisser les valeurs de sécurité, les valeurs de patriotisme au Front National,
Oui. Instrumentalisation de François Mitterrand. Et il y a une erreur majeure commune à tous les pays européens, et on la paye très cher aujourd'hui même. C'est le dévoiement de la CEDH. Exactement. C'est que... Et là, alors, expliquez un petit peu pour... C'est pour ça que c'est un point sur lequel je voudrais insister, parce qu'il est absolument fondamental, et on ne peut pas comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui si on ne s'y arrête pas 2 secondes. Lorsque vous avez des gens ou des pays qui forment un contrat, il faut toujours rechercher pour interpréter ce contrat ce qu'on appelle en droit l'intention des parties. Si nous signons, vous et moi, un contrat, il y a un objet, mais pourquoi? Quelle est notre intention au-delà du fait que nous nous mettons d'accord? Et lorsque la CEDH, la Convention européenne des droits de l'homme, est conclue en 1950, les pays qui la signent sont des pays européens. Donc ce sont des pays qui ont globalement, pour faire court, les mêmes racines, c'est-à-dire des racines gréco-latines et une tradition judéo-chrétienne, plus ou moins marquées selon les endroits. Donc, lorsqu'il y a des définitions de termes, liberté de conscience, liberté de religion, liberté d'expression, droit à la vie, etc., tous ces droits fondamentaux, il faut les comprendre non pas dans un essentialisme mondial, mais dans une logique européenne et occidentale. Lorsque les contractants de 1950 ont conclu le droit à la vie privée et familiale qui est consacré par l'article 8 de la CEDH, ils n'entendaient pas une seconde, mais ils ne pouvaient même pas imaginer, Régis, que ce droit allait être évoqué dans les années 2010 au soutien d'un regroupement familial qui est mortifère par les effets, mais on y viendra tout à l'heure, notamment culturels qu'il génère. Donc on se retrouve aujourd'hui piégé et faible parce que nous avons un texte qui est magnifique, mais qui, alors qu'il pourrait être un texte de force pour nous protéger, devient un texte de faiblesse parce que nous l'interprétons sans tenir compte de ce qui était l'intention des contractants en 1950. Et pour finir sur l'introduction, très rapidement, comment en est-on arrivé là? C'était votre question. Eh bien, la situation a glissé et il est arrivé en Europe ce qui a toujours causé des troubles et parfois des effondrements dans le monde entier, c'est qu'une minorité de gens qui ne sont pas de culture occidentale a grossi, et elle est en train d'atteindre un seuil critique qui a amené toutes les civilisations qui l'ont connue au moins à une très grande violence et parfois à l'implosion. Je vais revenir sur ce dernier fait divers qui s'est passé la semaine dernière, où cette affaire donc, qui a jeté les froids en France, en fait, puisque on était allé très loin avec, en matière de terrorisme. La France a payé, vous le savez très bien, puisque vous en êtes occupé aussi beaucoup, un poids énorme au terrorisme, et notamment à Daesh. Plus de 300 morts. On a vu des vidéos absolument horribles. Il y a eu des attentats absolument horribles, Bataclan, où tout à coup on trouve des terroristes en train de tirer à la Kalachnikov dans un public rassemblé pour un concert de rock. Ou les tentatives de se faire sauter à la ceinture explosive devant le Stade de France. Bref, on a vécu des moments... Mais là, on est allé plus loin, quelque part dans l'horreur, puisqu'on a cette personne qui, avec un couteau, essaye de s'attaquer à des nourrissons de 22 mois. Est-ce que vous pensez qu'en termes d'immigration et en termes de ce qui est en train de se passer, il y a un électrochoc qui s'est produit en France, notamment en particulier avec ce héros qui s'appelle Henri et qui essayait justement de se mettre en travers de la route de cette personne, et le problème justement de cet individu syrien accueilli en Suède, qui demande la nationalité, qui demande le droit d'asile en France, et qui finalement commis l'horreur absolue. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque part un avant et un après Annecy? Je vais vous faire une réponse totalement sincère. Depuis 2012-2013, comme je travaille de près sur ces questions et que j'ai pas d'a priori, j'ai compris ce qui allait arriver à la France en particulier et à l'Europe en général. D'ailleurs, qu'ai-je entendu à l'époque, prophète de malheur, etc., fou, facho, enfin bon, j'en passe des meilleurs. Quand arrive Charlie, on sait, pour tout un tas de raisons, tout simplement d'abord parce que les islamistes nous l'annoncent, qu'il va y en avoir d'autres, et comme il y a beaucoup de jeunes occidentaux musulmans qui sont partis en Syrie pour faire la guerre, il était inéluctable que, moins le chiffre de pertes, ils allaient revenir, et ils allaient revenir aguerris au combat, ce qui est un point qu'il ne faut pas oublier, y compris pour les années qui viennent, et même peut-être pour les mois qui viennent. Donc,
On a eu tous les événements que vous avez rappelés. On a eu, en 2015, la guerre civile dans Paris. Pas civile, mais enfin, comme c'était des Français, c'est une forme de guerre civile. Un chaos, chacun s'en souvient, et en étant cœur meurtri, sinon dans sa chair, du moins dans son âme. On a dit, c'est pas possible, il y aura une prise de conscience, il y aura un après. Ouais. Ensuite, on a eu la séquence de l'été 2016. Souvenez-vous, à l'heure du déjeuner, le 14 juillet, le président François Hollande annonce la fin de l'état d'urgence. Le soir, c'est l'attentat de Nice. Suivi dans individu, il faut le rappeler, qui fait autant de morts qu'au Bataclan. Oui, tout seul avec un camion. Et un officier supérieur de l'armée française me dit à ce moment-là, nous avons désormais sur notre territoire des gens qui seuls sont capables de faire autant de bilan qu'une salve d'artillerie. Ouais. Ce qui est une expression qui m'a marqué. Ouais. Quelques jours après, le père Hamel, bien sûr, qui est égorgé, supplicié, martyrisé pendant la messe, pendant l'office, et qui a le temps de crier Satan en essayant de repousser son agresseur. Mais là aussi, on s'est dit, mais c'est pas possible. Il y a un moment, il va y avoir une prise de conscience. 2020, Régis. Et pour moi, la réponse que je vais vous faire sur aujourd'hui, elle est la conséquence de ce qui se passe en 2020. Octobre 2020, en quelques jours, coup sur coup, nous avons à Conflans-Sainte-Honorine un professeur d'histoire-géographie, un vendredi après-midi, au sein d'une paisible banlieue parisienne, qui se fait décapiter par un réfugié tchétchène qui applique la charia, sur la base, en plus, on y reviendra peut-être, de fausses rumeurs qui étaient véhiculées par des islamistes qui se prétendent non violents, mais qui évidemment y concourent en désignant les objectifs. Quelques jours après, basilique de Nice, un migrant tunisien arrivé quelques jours avant de façon illégale, égorge 3 personnes, là encore, pendant l'office à Nice. Et c'est là que je me suis dit, je vais être franc avec vous, c'est peut-être là que je me suis dit, après tous ces drames, tout ce sang, tous ces bouleversements au sein de la société française, peut-être que là, enfin, il va y avoir un réveil, un sursaut. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé la même chose qu'à chaque fois, c'est-à-dire que quelques jours après, eh bien, là, il y a eu une contre-vague qui a été organisée par les gens qui sont proches des courants islamistes en France et leurs idiots utiles, qui a été de monter au créneau en disant « Ah oui, mais halte à l'islamophobie », ce qui est évidemment le slogan rêvé par les islamistes, parce que ça consiste à faire passer les critiques de l'islam comme politique pour des critiques de la religion. Ce qui est évidemment un coup de génie, parce que du coup, on s'empêche de faire une critique qui est une critique politique, et évidemment pas religieuse. Et donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde sur aujourd'hui ? Est-ce que, vous savez que les spécialistes, vous le savez parce que vous l'êtes aussi, ça fait des années que nous craignions une attaque sur des enfants. C'est vrai, on en avait parlé déjà avec Daesh, sur des crèches, sur des écoles primaires. Et il faut que les gens sachent que nos forces de sécurité intérieure, les forces d'intervention, de la police, de la gendarmerie, parmi les scénarios auxquels elles se préparent encore aujourd'hui, il y a ces scénarios qui sont les plus compliqués à vivre pour des raisons évidentes, d'attaques contre les enfants, et d'ailleurs, on peut ajouter aussi d'attaques commises par des enfants ou des jeunes adolescents, ce qui est un sujet en soi. Donc, quand il y a eu cette abomination l'autre jour à Annecy, qui m'a... Enfin, je ne vais pas vous dire j'ai l'habitude, parce que c'est un peu ridicule, mais malheureusement, je travaille beaucoup sur ces questions, et je connais tout ça. J'en avais les larmes aux yeux. J'en avais les larmes aux yeux. J'étais malheureusement pas surpris, mais j'en avais les larmes aux yeux. Mais est-ce que là, plus que le Bataclan, plus que le père Hamel, plus que Samuel Paty, il va y avoir une réaction? J'en suis pas sûr. Regardez, le débat que nous avons depuis en France, qui est un débat sur l'immigration, compte tenu du parcours que vous avez rappelé de cet individu, ça a conduit à pouvoir enfin dire publiquement des choses que nous étions quelques-uns à dire. Par exemple, que dans le périple de l'asile, vous avez aujourd'hui des récits clés en main qui sont livrés aux impétrants par des avocats et des associations spécialisées par région du monde. En disant, tu viens de tel endroit, voilà ce qu'il faut dire. Et les 2 grands arguments qui sont mis en avant, je le répète, j'ai écrit l'autre jour dans le Figaro, et je ne suis pas le seul à le dire, c'est soit l'homosexualité, soit je suis, quand je viens du Moyen-Orient, chrétien. Et chrétien et donc persécuté. Donc ça, c'est les 2 cartes maîtresses. Mais c'était encore indicible avant. Pourtant, on le savait. Pourtant, on se le disait entre spécialistes. Ce sont des choses que tout le monde sait. D'ailleurs,
un problème au ministère de l'Intérieur, parce qu'ils le savent, ils en ont conscience, mais les règles et le fonctionnement de l'octroi de l'asile en France et en Europe rend le fait de combattre ces règles extrêmement compliqué en l'état. Pourtant, il y a des mesures qu'on pourrait prendre. Bien sûr, alors on va en parler de ces mesures, mais là, restons un petit peu sur l'individu. Une des caractéristiques, justement, enfin, quand on parle des problèmes d'immigration, quand on a des débats sur les problèmes que pose l'immigration aujourd'hui, on dit oui, il y a trop d'immigrés d'origine économique, d'immigrés économiques qui viennent, de migrants, voilà. Mais par contre, ceux qui viennent des pays en guerre, on doit toujours les accepter. C'est quand même assez incroyable parce que là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui part de Syrie en 2013, donc en plein pendant la guerre civile syrienne, qui se prétend chrétien. Est-ce qu'il l'est ou est-ce qu'il l'est pas? On ne sait pas. Le fait est que octroyer, moi je connais bien le problème de l'Afghanistan et des migrants afghans, c'est que l'Afghanistan, c'est un pays où tout le monde veut partir. J'ai même eu des talibans pendant des reportages qui m'ont demandé des visas pour aller en France. Même assez aberrant, puisque, étant arrivés au pouvoir, ils sont censés avoir obtenu le paradis sur Terre. Mais non, il y en a quand même qui disent est-ce que tu peux m'avoir ce que vous demandent les Afghans. Donc les types arrivent, on dit ah oui, ils viennent d'un pays en guerre. Donc on va les accueillir, c'est normal. Parce que par contre, les migrants économiques, ils exagèrent, ils n'ont rien à faire ici. Souvent, on entend ça. Le problème, c'est qu'on oublie le passé de la personne, on oublie ses traumatismes, on oublie pour qui il a combattu, on oublie qu'il a peut-être tué. Tout ça parce que son pays est en guerre, en fait, finalement. Et qu'on n'arrive pas à pousser l'enquête plus approfondie. Parce que pour ce qui est de la Syrie, je veux dire, toutes les familles syriennes ont perdu, en 10 ans de guerre, ont perdu quelqu'un au moins dans leur famille, ou ont participé d'une milice quelconque, voire ont tué. Donc on est quand même dans une situation... et ça, on le gomme complètement. Et alors on le gomme complètement, et ça a des conséquences en cascade. L'une d'entre elles, et là je ne parle pas forcément de ce qui s'est passé à Annecy, oui, mais dans ce qui se passe dans toutes les villes moyennes de France aujourd'hui, parfois plusieurs fois par semaine, c'est que nous avons fini par importer suffisamment de gens de différentes régions du monde qui ont été impliqués dans des guerres et parfois avec les traumatismes que vous venez de rappeler, et que du coup, ils recommencent leur guerre ici. Oui. Et nous avons des affrontements qui sont des affrontements que j'appelle depuis longtemps ethno-territoriaux dans les villes moyennes. L'autre jour, dans l'est de la France, à Nancy, il y a eu plusieurs jours d'affrontements entre les Tchétchènes et des Algériens. Oui. On l'avait déjà vu à Dijon. On l'avait déjà vu à Dijon. Alors c'était un petit peu moins massif à Nancy qu'à Dijon en 2020. Là, on découvrait. Mais qui en a parlé? Personne. C'est devenu... Ce sont des choses qui sont connues par les policiers et les magistrats locaux, et évidemment les préfets, qui sont suivis par les journalistes locaux qui parfois en disent un mot, parce que c'est vrai que ça gêne ça gêne les gens, mais même si parfois c'est assez localisé. Et donc il y a cette importation d'une violence, et ça génère aussi, par ailleurs, une explosion de la délinquance, parce que les cultures sont différentes, les modes de vie sont différents, l'adaptation au mode de vie occidental est parfois extrêmement compliquée, le rapport à la femme n'a rien à voir, et donc nous avons des statistiques qui sont connues, qui sont celles de l'INSEE, celles du ministère de l'Intérieur, depuis des années, qui démontrent, ça c'était quelque chose qui est absolument démontré, une surreprésentation de l'immigration extra-européenne dans la délinquance, et notamment dans la délinquance violente, et par ailleurs dans les agressions sexuelles et les viols. C'est une constante dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, avec des facteurs qui peuvent aller de 1 à 3, et pour certains crimes ou délits très spécifiques, de 1 à 8 ou 9. Tout ça est documenté. Donc, malgré tout, il est extrêmement mal vu de venir dire qu'il y a un lien entre l'immigration et la délinquance, alors que ce lien est absolument documenté par les chiffres du gouvernement. Même Emmanuel Macron avait commencé à le dire. Mais Gérald Darmanin aussi, avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Ce sont les chiffres officiels, donc on ne peut pas... après, on a eu quand même du mal à le dire. Alors qu'ils existaient. Oui, mais non seulement ils existent, mais en plus, ils s'expliquent. Si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un débat où on est sur des injonctions. Donc, la première d'entre elles étant d'ailleurs l'injonction de ne pas dire. Mais quand on commence à s'exprimer dans le détail, alors vous avez des gens qui disent n'importe quoi et qui sont dans des injonctions extrêmes, qui d'ailleurs sont problématiques parce qu'elles empêchent de travailler réellement sur ces questions sans passion. Il faut travailler sans passion. Si l'on veut avoir une chance de s'en sortir sans grande violence, peut-être qu'on en parlera, c'est en prenant les questions à bras-le-corps, en étant rigoureux et en faisant d'abord un audit de ce qui se passe, avec les constatations chiffrées qui sont
absolument pas cachés, qui sont sur les sites des différents ministères, de l'INSEE, de l'Europe, etc. On en publie pas mal dans notre prochaine édition sur le prochain magazine d'Omerta sur l'immigration. Et c'est tout à fait essentiel, notamment de mettre en perspective. Voilà. Et ce qui est important de faire, c'est de mettre aussi en perspective des chiffres qui parfois ne sont pas rapprochés les uns des autres. Ouais, et ce qui permet des éclairages. Par exemple. Par exemple, l'origine des autres. J'essaie de réfléchir. Des auteurs des agressions sexuelles dans les transports en Île-de-France, par exemple. Où vous avez le chiffre. Il ne faut pas que je me trompe. Non, mais bien sûr, mais on est de l'ordre de 70% commis par des étrangers en situation irrégulière. Je ne sais pas s'ils sont tous en situation irrégulière, mais ils sont extra-européens. Vous avez les chiffres de la natalité. Si on sort de la délinquance un instant, les chiffres de la natalité sont tout à fait effarants. On en parlera peut-être, mais ça induit... Et ça permet, si on dézoome un instant, de comprendre aussi pourquoi c'est un enjeu vital, c'est que nous avons objectivement, je ne veux pas reprendre des slogans des uns et des autres, mais nous avons objectivement un changement de notre population qui a des conséquences, de par sa structure, ça a des conséquences culturelles. C'est-à-dire que la France qui est en train de se dessiner à 10 ans n'aura plus rien à voir avec la France on doit avoir à peu près le même âge. Bien sûr qu'on a connu quand on était gamin. Déjà, elle ressemble. De fait, elle a déjà beaucoup de choses qui ont changé. Mais aujourd'hui, il y a 57 villes en France. Il y a 57 villes de plus de 100 000 habitants où la majorité des moins de 18 ans sont étrangers extra-européens. Ouais, c'est... 57. Ouais. Dans des villes moyennes, comme Nancy ou Nantes, c'est plus de 20%. Dans des villes comme Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, c'est 30%. Ouais. C'est des chiffres qui sont c'est une tendance, c'est une lame que les Allemands, que les Belges, que les Suédois vivent aussi. Et donc ça va avoir des conséquences culturelles, ça a des conséquences, on l'a vu, sur la sécurité et par ailleurs sur le terrorisme. Alors le constat est posé. Maintenant, je vais vous faire réagir sur la question justement. Voilà, d'abord voir en termes de justice sur la question des OQTF, les fameuses OQTF dont on débat depuis plus d'un an avec le ministre Darmanin qui est tenté de la faire appliquer pour l'imam Iqiyoussem. Souvenez-vous, tout le pataquès que ça a fait pour un simple imam pour pouvoir obtenir l'expulsion, alors que les propos qu'il avait tenus étaient caractérisés. Enfin, il y avait et ces OQTF dont le garde des Sceaux a dit récemment que certaines n'étaient pas applicables. C'était donc quand vous avez le garde des Sceaux qui vous dit que ces obligations de quitter le territoire français ne sont pas applicables, comment peut-on se défendre? Comment peut-on finalement protéger nos citoyens quand des gens qui sont censés quitter le territoire, finalement, de facto, ne le quittent pas? Pour que ceux qui nous suivent comprennent bien ce dont on parle, l'OQTF, c'est une obligation qui est imposée à des étrangers qui ne sont pas ou ne sont plus en situation régulière, majoritairement des déboutés du droit d'asile, des gens dont les visas ont expiré, ou des gens qui sont entrés en situation irrégulière et n'ont pas demandé d'asile, donc ça fait 3 catégories, à qui on dit vous avez quelques dizaines de jours pour quitter le territoire. Et si vous ne le faites pas, on s'en occupe nous-mêmes. Sauf que, évidemment, très souvent, rares sont les volontaires, même très rares, et c'est là tout l'enjeu, c'est qu'il ne s'agit pas de mettre quelqu'un dans un avion, d'atterrir dans son pays d'origine, de le pousser sur le tarmac et de rester dans l'avion et de redécoller. Il faut que les pays d'origine délivrent ce qu'on appelle des laissez-passer consulaires. Autrement dit, seule une négociation politique avec les pays d'origine peut faire qu'ils reprennent les gens qui sont de leurs nationaux qui sont en situation irrégulière en France. Prenez l'exemple du Mali. Très intéressant, le Mali. Pendant 9 ans, nos jeunes soldats ont été faire la guerre. Plus d'une centaine sont morts. Beaucoup ont été blessés. Parfois, ils ont tous vécu dans des conditions de physique et tactique très éprouvantes, et vous le savez mieux que quiconque. Tout ça, c'était pour la France, pour défendre la démocratie malienne. Et pendant ce temps-là, le Mali refusait quasiment l'intégralité de ses ressortissants que les Français voulaient leur envoyer. Donc, moi, je comprends. Et franchement,
Gérald Darmanin, sur ce sujet, sincèrement, il fait ce qu'il peut. Je sais, mais j'ai l'impression qu'il est très seul. Et alors, je vais y venir. C'est important que chacun comprenne que le constat que je fais, c'est pour ça que j'ai commencé tout à l'heure par les 40 années de lâcheté et de renoncement. Je ne suis pas en train de dresser, on est sévère là, et je ne suis pas en train de dresser le procès du dernier gouvernement ou du dernier quinquennat. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut. Mais ça dépasse, on n'est plus du tout à cette échelle-là. Gérald Darmanin a compris, et courageusement, il a été faire... La suite de la phrase, j'allais dire, c'est pas ce que je prône dans mon livre, mais c'est pas parce que je le prône dans mon livre qu'il l'a fait, c'est juste parce que c'est sans doute une mesure sur laquelle les gens qui travaillent sur ces sujets s'accordent. D'aller négocier avec les gouvernements des pays dits d'origine, des échanges en disant tu me reprends les gars, sinon on baisse l'aide au développement, sinon on baisse l'accès au visa, etc. Moi, je pense qu'il faut changer sur toute la question migratoire, et donc en particulier là-dessus, il faut complètement changer de logiciel. Il faut arrêter d'avoir peur de passer pour des mecs pas sympas. Il faut qu'on assume le fait que les relations entre États ne sont pas des relations où on tente de rester le pays que tout le monde aime. Parce que le pays que tout le monde aime, c'est comme quand on était jeune, le mec que tout le monde aime dans la cour de récré, ça se termine jamais bien. Donc, il faut se faire respecter. Et je pense aujourd'hui que la situation est suffisamment grave pour qu'on puisse mettre dans la balance, pas forcément publiquement, mais dans les relations avec les gouvernements dont on parle, des représailles personnelles sur les dirigeants. Leur dire, c'est pas qu'on va diminuer le nombre de visas pour les étudiants de ton pays, etc. C'est que vous, votre famille, vos femmes, vos enfants, vos maîtresses, etc., ne pourront plus aller se faire soigner en France, ne pourront plus aller passer leurs vacances en France, etc. C'est terminé. C'est des représailles personnelles. En disant, vous voulez, nous ne pouvons plus nous permettre, parce que notre pays ne peut pas accueillir, comme disait Michel Rocard, toute la misère du monde, eh bien, soit, vous ne voulez pas, ben on ne veut pas non plus. Alors, il y en a qui disent, oui, mais alors on va perdre notre influence en Afrique. Mais quelle influence ? Quelle influence ? Celle que les Russes sont en train de reprendre très activement, celle que les Chinois ont déjà repris pour partie. Je ne dis pas que le combat est perdu et qu'il ne faut pas faire attention. Mais à un moment donné, il n'y a que la fermeté qui paye. Et je sais que vous avez une question à me poser, mais j'ajoute quand même, parce que je ne peux pas ne pas, en particulier avec l'Algérie. L'Algérie est un pays qui nous déteste, qui humilie toutes les délégations françaises qui y va. Il y a une délégation policière qui est partie en Algérie ce lundi pour des raisons techniques. Le week-end d'avant, l'Algérie a officiellement réintégré un des couplets qui avait été enlevé de son hymne national et qui est un couplet spécifiquement contre la France. Il n'y a que des petites choses comme ça. Donc l'Algérie ne nous respecte pas, l'Algérie ne nous aime pas. Eh bien, négocions avec l'Algérie en sachant tout ça. Il ne s'agit pas de se fâcher, il ne s'agit pas de s'énerver, il ne s'agit pas d'être excessif, mais soyons fermes. Vous parlez de l'Algérie, mais que dire quand l'opération Wambouchou a été déclenchée à Mayotte, de l'attitude des Comores, c'est-à-dire de tomber sur un pays, 3 îles qui nous tiennent tête, qui ne veulent pas récupérer leurs migrants. Si on n'y arrive pas là, vous croyez qu'on va y arriver avec l'Algérie ? Et dont on apprend incidemment que l'un des dirigeants a commis des escroqueries aux organismes sociaux en France. En France, en plus. Oui, tout à fait. J'avais oublié ce détail. Tout est beau dans ce dossier. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, dans ce cas-là, il faut... Il y a quand même un point... Envoyer notre marine. Alors, sur les Comores, il y a une statistique que je voudrais donner, parce qu'elle m'a sidéré. C'est qu'aujourd'hui, 75% des vols d'évacuation sanitaire des Comores vers l'île de la Réunion, qui est à un peu moins de 2 heures de vol, et où il y a des infrastructures hospitalières pour les cas les plus sévères, 75% sont accordés à des étrangers qui sont en situation irrégulière. C'est tout à fait fascinant. Donc on connaît le prix d'un avion de ça. Donc, même pas des titulaires de visas territoriaux, puisque, vous savez, il y a il y a des choses à la carte avec Mayotte. La statistique que j'ai vue, c'était ça. Peut-être qu'il y a une subtilité qui m'a échappé, mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est de comprendre que ce ne sont en tout cas pas des Mahorais, c'est-à-dire des citoyens français de plein française. Voilà. Donc, écoutez, Mayotte, c'est une situation que tous mes amis policiers, gendarmes, magistrats, qui y sont passés ou qui y sont encore, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont encore engagés dans l'opération dont vous parlez et qui me racontent un peu de ci, de là les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Par exemple,
il y a des dizaines de coups de feu qui sont régulièrement tirés par des policiers ou des gendarmes qui sont encerclés par des hordes avec des coupes-coupes. Ils font des tirs de sommation. Pour l'instant, il n'y a pas de tués. Il y a beaucoup de blessés chez les policiers et les gendarmes. On n'en parle pas tellement. Beaucoup de blessés. Ce sont des policiers et des gendarmes très courageux. Une opération qui était sans doute nécessaire, mais qui peut-être aurait pu être un tout petit peu travaillée en interministériel. Ce sont des critiques qu'on entend ici ou là. En tout cas, je pense que c'était bien de faire quelque chose, de montrer à un moment donné... Il n'y avait pas le choix, peut-être. Ah bah vous savez, ça fait longtemps que d'autres gouvernements ont mis la poussière sous le tapis. Hein. Non, je sais bien, donc, mais là, on a accumulé quelque chose. On est quand même dans une espèce de chaudron explosif avec une population où un habitant sur deux est étranger, ou même, pire, les Mahorais ont l'impression d'être dépossédés de leurs îles, de leur territoire de naissance, de leur patrie, par des gens qui n'ont rien à faire là. Enfin, c'est une dépossession progressive d'un territoire français qui en plus est traité a le statut de département. Alors ça, c'était une erreur. Ça, c'est une erreur avec un E majuscule, une aberration dont personne, des années après, ne comprend encore comment cette décision a pu être prise. Mais puisque c'est comme ça, vous posiez tout à l'heure la question, vous avez dit est-ce qu'il faut envoyer la marine ? Mais le voudrions-nous que nous ne le pourrions pas, puisque l'un des gros problèmes je fais un crochet, mais c'est le même sujet, de l'armée française, et en particulier de sa marine, c'est qu'elle est totalement sous-dimensionnée par rapport à la surface de notre zone économique exclusive, c'est-à-dire des eaux territoriales, plus les eaux qui sont sous le contrôle de ce qui fut un jour notre empire, et de ce qui est aujourd'hui des confettis. Des confettis, mais qui ont l'immense mérite d'exister, parce que ça nous donne une stature mondiale, bien sûr. L'accès à certaines matières premières et puis des positionnements stratégiques. Mais c'est très, très difficile. Il y a des scénarios, c'est une parenthèse, mais des scénarios où les Chinois voudraient s'emparer d'îles dans le Pacifique. Oui, tout à fait. Où très concrètement... Vous avez évoqué les Russes en Afrique, vous avez évoqué tous ces... Voilà. On peut parler aussi de l'Australie avec la question de la Nouvelle-Calédonie et autres. On va revenir en Europe. Allons-y. On a évoqué la CEDH au début de cette interview. On a parlé des difficultés et du discours, finalement, qu'on tient à chaque fois qu'il y a une horreur qui est créée, qui est impliquant très souvent un migrant en situation illégale ou même en situation légale, hein, puisque c'était le cas du tueur, enfin de celui qui a tenté de tuer des bébés à Annecy. Il y a quand même des pays en Europe qui, tout en restant en Europe, y arrivent. Je parle du Danemark en particulier, de la Suède. Jusque-là, ils étaient considérés comme des pays ouverts à l'accueil des immigrants. Et là, ils ont fait un virage à 180 degrés. On ne vient pas leur dire l'Europe va vous condamner, vous allez être exclus, etc. Je pense en particulier au Danemark. Au Danemark, le moindre écart avec la loi et vous êtes renvoyé, y compris si vous êtes né sur le territoire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire ça ? Et c'est un gouvernement de gauche qui a... Et en plus, c'est un gouvernement social-démocrate. Social-démocrate qui a pris ses... Et l'extrême droite fait 2% maintenant. Ah, mais, mais mécaniquement. Voilà. Ah, non, mais oui, mais ça, c'est... mécaniquement, dès que vous avez une politique réaliste sur le plan de la sécurité, ce qui fait la raison d'être de la partie la plus extrémiste de l'échiquier disparaît. Donc, forcément, souvenez-vous, quand Nicolas Sarkozy a été élu, en face, le Front National n'a jamais fait aussi peu. Alors, après, on ne va pas rentrer dans le débat de savoir si le Front National est d'extrême droite ou pas, parce que c'est compliqué. On avait dit qu'il avait siphonné les voix et il avait une politique en tout cas, il avait ferme, siphonné les voix du parti qui était à sa droite. Et personne n'a jamais dit, sauf quelques excités, que Nicolas Sarkozy était quelqu'un qui était un extrémiste. Et il ne l'était évidemment pas. Donc, on voit bien déjà que politiquement, si des gens assument cette ligne d'autorité que j'appelle de mes voeux depuis longtemps et sur laquelle j'ai quelques idées et beaucoup de volontarisme personnel, c'est que ça peut marcher. Ensuite, vous avez évoqué le Danemark. Très intéressant, le Danemark. Dès 92, au moment de la négociation autour des accords de Schengen, du traité en tout cas de Maastricht, le Danemark a demandé des dérogations sur la question de l'immigration. En réalité, et là, il y a un éléphant dans la pièce dont personne ne parle jamais en France, qui est que on vous met le sujet de l'Europe étant passionnel.
Dès que vous émettez une critique, aussi constructive soit-elle, sur la façon de faire évoluer les traités européens et la façon de les appliquer, les traités et la façon de les appliquer, ce sont deux sujets différents, vous êtes traité comme, on vous appelle le Frexiteur. Dès qu'on a une idée comme ça, on dit « Ah ouais, mais toi, t'es pour le Frexit. » Mais c'est pas du tout la question. Ces traités possèdent des clauses de sauvegarde. On peut mettre en place des mesures dérogatoires. D'ailleurs, en 2015, la France a mis en place des dérogations sur le contrôle aux frontières qui sont prévues par Schengen. Et donc, en réalité, on l'a déjà fait. Donc, tout ça n'est pas impossible. Souvenez-vous, Régis, il y a une chose qu'il faut avoir à l'esprit que tout le monde a oublié. L'article 4 du traité de l'Union européenne, ce qui régit l'organisation de l'Union européenne. L'article 4 stipule que les États membres conservent le contrôle et la direction de leur politique de sécurité nationale. Oui. C'est tout. Donc ça suffit. Mais ça suffit, bien sûr que ça suffit. Toutes les interprétations qui sont celles, d'une part, de la Commission, de la Commission qui n'est élue par personne. Donc la Commission est un organe qui n'est pas démocratique. Donc il y a des décisions de la Commission, notamment sur à quel pays on va accorder les aides auxquelles les uns et les autres ont droit, notamment après la crise sanitaire. Tout ça est décidé, voté, etc. Ah, mais si tel ou tel pays n'a pas l'heure de plaire au commissaire par notamment des dispositions prises en matière migratoire, on va retenir cet argent auquel par ailleurs ils ont droit. Donc déjà, d'une part la Commission, ensuite les juridictions. C'est absolument terrible parce qu'on on a des juridictions qui font par des mécanismes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très intéressant, qui font du véritable détournement d'interprétation de certaines notions pour revenir sur des mesures qui ont des conséquences en matière de sécurité nationale, donc on est en plein dans l'article 4, mais néanmoins pour empêcher leur bonne application par l'État membre. Mais ça va plus loin. Aujourd'hui, je dis aujourd'hui, ça fait un moment, nos gouvernants ont des équipes de gens qui bossent. Ce que je vous dis là, je ne suis pas le seul à le voir en France. Tous les gens qui travaillent sur ces sujets le voient depuis un moment. Il y a des gens qui ne le voient pas, mais dans ceux qui gouvernent, franchement, tout le monde a bien compris. Mais quand vous parlez avec des directeurs de cabinet, quand vous parlez avec des ministres, quand vous parlez avec des conseillers, ils vous disent tous la même chose. Moi, je vais vous raconter une scène qui est arrivée pendant les travaux du livre blanc sur la sécurité intérieure. On est en 2019 ou 2020. Et il y a une réunion de travail à Beauvau, on est un certain nombre, et il y a un des plus proches du ministre de l'Intérieur de l'époque qui me dit mais maître, un peu désespéré, il me dit, mais nous, on est devenu le ministère du « c'est pas possible », parce qu'à chaque fois qu'on a des bonnes idées, et ils en avaient, leurs conseillers s'auto-censuraient en disant, non, mais c'est pas la peine, on n'a aucune chance, ça passera jamais au Conseil d'État, ça passera jamais au Conseil constitutionnel, ça passera jamais à la CEDH. Et moi, je disais, mais déjà, que chacun, la première chose, il faut arrêter de s'auto-censurer parce qu'on pense que ça va mal se passer après. Oui, bien sûr. Chacun fait ce qu'il a à faire. Vous êtes des techniciens, vous travaillez pour les politiques, il y a une ligne, vous pensez qu'il y a des bonnes idées, vous préparez ça le mieux possible. Si ensuite, les uns ou les autres, qui ne sont par ailleurs des gens qui n'ont aucune représentativité, aucune légitimité démocratique, ne veulent pas appliquer, il faudra faire de la politique, il faudra les dénoncer, il faudra combattre, éventuellement un jour, pourquoi pas, aller sur le terrain référendaire sur ce sujet. Oui, et on verra bien. La réforme qui est proposée par les Républicains, qui est un texte sur lequel j'avais travaillé l'année dernière, qui a été tout simplement ressorti, c'est un texte novateur, parfaitement conforme avec le traité de l'Union européenne, mais qui, pour la première fois, prend les choses avec un angle un petit peu différent, un angle volontariste, et ce sont des choses qui sont possibles. Il y avait d'autres dispositions, toutes n'étaient pas possibles, mais dans les programmes de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, il y avait aussi des choses qui étaient intéressantes et qui, au moins pour certaines, étaient possibles. Tout ça n'est pas impossible. C'est juste qu'il faut arrêter de se contraindre en disant qu'on ne peut parler d'Europe qu'en suivant la doxa. Et je vais vous dire, moi, je ne peux pas être suspect d'être un anti-européen de base, etc. Il y en a qui le sont, et ce n'est pas illégitime par ailleurs. Moi, je pense qu'on est plus fort entre pays européens, mais, comme l'a dit encore Jean-Pierre Chevènement dans le JDD ce week-end, pour une forme d'Europe, pour une Europe dont les nations gardent, au sein de laquelle les nations gardent leur souveraineté. Oui. Et donc, j'ai tout un tas d'idées sur le sujet, mais on ne va pas passer trop de temps de technique dessus, mais j'en ai.
Et par ailleurs, juste un point, c'est que l'Europe ne peut plus fonctionner à l'unanimité quand on est 27 et sur des sujets aussi essentiels. Mais on se rend compte quand même qu'en France, on a quand même ce problème. Vous dites, là, le tableau que vous avez dressé, notamment avec des gens qui s'autocensurent, c'est que vous avez parlé du Conseil d'État, vous avez parlé d'autres... Il y a des verrous, en fait. Des verrous qui musellent, finalement, toute volonté politique. Mais bien sûr. Je vous en donne un. On dit... Alors ça, mais au départ, c'est pas le président qui peut décider, peut déverrouiller ça d'une certaine façon. Est-ce que là, il n'y a pas manqué, on n'a pas péché par défaut de volonté politique? Pendant longtemps, sans doute, mais aujourd'hui, vous savez, c'est comme quand vous avez une articulation qui est bloquée parce que vous avez fait trop de sport comme si, pas assez de soins, ouais. Etc. Vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire, bon, ok, maintenant je vais faire la bonne chose et clac, tout lâcher d'un coup. Il y a un traitement, il faut soigner et aller dans une direction. Ouais. Vous n'allez pas avoir le résultat tout de suite. Et les vieux sportifs qui nous regardent comprendront bien ce que je veux dire. Bien sûr. Aujourd'hui, mais vous avez raison, ça commence par une volonté politique qui soit déjà affirmée. Ensuite, qui est évidemment une légitimité, donc un soutien. Ça veut dire qu'il faut que cette volonté politique s'asseye sur une légitimité populaire. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui soit élu et que dans le cadre du processus électoral, ce point ait été clairement et distinctement abordé. Mais je vous prends un exemple très, très simple qui va parler à tout le monde. Il y a, vous savez, dans ces slogans, dans les débats politiques, il y a le slogan « Il ne faut pas faire de l'Europe une forteresse ». Alors là, il ne faut pas faire de l'Europe une forteresse. Juste, j'arrête là. Oui. Et je vous pose la question, pas à vous, mais à ceux qui disent ça, pourquoi? Oui. Pourquoi? Oui. Alors là, si vous dites ça, là, en général, ça bug, parce qu'ils sont tellement dans l'incantation que... Donc pourquoi? Ah, mais parce que nos valeurs, etc. D'accord, nous avons des valeurs, nous avons, comme je disais tout à l'heure, nous avons une tradition des racines gréco-latines, etc. Encore faut-il s'en souvenir. Mais ne mélangeons pas les sujets. Et donc, les gens qui disent ça, en fait, ne veulent absolument pas de contrôle ni quoi que ce soit. Mais alors, justement, c'est ça qui est dingue. Mais c'est ça qui est dingue. Parce que justement... Allons au bout du raisonnement. Ah bon donc vous faites, vous faites le cobaye quand je dis vous, c'est pas vous. Vous avez raison. Je dis donc, ok, vous voulez pas d'Europe forteresse, mais pourquoi? Ah, mais parce que nos valeurs. Mais nos valeurs, justement, il faut les protéger. Oui. Donc pour les protéger, il faut maintenir notre système civilisationnel et donc notre organisation politique et sociale. Comment pouvons-nous maintenir notre organisation politique et sociale si elle fait face à de tels coups de boutoir culturels, sociaux et sécuritaires, puisque ce sont les trois grands mots MAUX de l'immigration, culturels, sociaux et sécuritaires, que nous ne pouvons plus les maintenir. Ah, alors là, en général, ça commence à bugger. Parce que si on rentre dans... il faut juste être logique. Oui, bien sûr. C'est pour préserver ce mode de vie qu'il faut être extrêmement ferme. Le premier devoir, ça c'est vraiment quelque chose qui est à garder en lettres de feu dans l'esprit. Le premier devoir d'un gouvernement, au sens large, c'est l'Europe, et puis chaque gouvernement des pays membres, c'est de protéger sa population, c'est de protéger son mode de vie, c'est de protéger ce qui fait que nous sommes des démocraties dans lesquelles c'est si merveilleux de vivre. Mais pour ça, il faut un peu de fermeté. Si on ne commence pas par la fermeté, par des mesures de protection, ça ne marchera pas. Reprenons cet exemple de l'asile. Moi, j'ai une mesure que j'ai, mais je l'ai mise dans mes livres, je l'ai remise dans le Figaro l'autre jour. Je ne dis pas que c'est simple. Je ne dirai jamais que je ne serai jamais dans le yaka. Mais avec de la volonté politique, ce n'est pas très compliqué. Les demandeurs d'asile, au nom de quoi est-ce qu'on les laisse en liberté physique d'aller et venir sur le territoire? Vous demandez l'asile en arrivant en Europe, et en particulier en France, eh bien, très bien, on va examiner votre demande et on va vous retenir dans un centre au sein duquel vous aurez accès à tous les droits, les médecins, les avocats, les associations sur lesquelles il y aurait beaucoup à dire, et que sais-je, vous pourrez téléphoner, etc. Mais par contre, vous ne pourrez pas aller à venir. Donc, pendant l'instruction de votre demande, on vous garde sous la main. Demande accordée, bienvenue. Demande refusée, on vous a déjà sous la main pour les mécanismes d'expulsion qu'il faut changer par ailleurs, mais on en a déjà parlé. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On dit, voilà, bonjour monsieur, je dépose ma demande, j'ai un récépissé, j'ai une carte avec, je crois de mémoire, 600 € par jour pour une personne et plus pour la famille, etc. Et au revoir. Les gens partent sur le territoire, on ne sait plus où ils sont, etc. Ce qui rend encore plus compliqué le fait de savoir qui ils sont. Donc, et ça, franchement, Régis, c'est
c'est pas super compliqué à mettre en place. Vous avez évoqué ceux qui craignent la forteresse Europe, en tout cas. À l'inverse, vous avez, de l'autre côté du spectre politique, vous avez un Éric Zemmour qui parle de deux civilisations en compétition sur le même territoire. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée qu'on est en train d'installer? On a évoqué plusieurs communautés, mais notamment avec l'islam, avec la part grandissante de cette religion et la façon dont elle est perçue aussi de façon radicale par un certain nombre de ses protagonistes. Est-ce qu'on n'est pas justement en train d'installer la guerre civile quelque part? J'ai écrit en 2015. Je le cite parce que ça permet de rappeler l'année. Donc pas en 2022, pas en 2021, en 2015. Un contexte terroriste énorme, très... Oui, mais je fais toute une partie de mon livre... Et aussi accueil des Syriens. En Europe. Absolument. Donc, le livre s'appelle « Le sursaut ou le chaos ». Oui. Déjà, le titre n'est pas anodin. Et je fais toute une partie sur la question de l'islamisation. L'islamisation, c'est un objectif. Les islamistes, que ce soit les frères musulmans, que ce soit les salafistes, essentiellement, sont dans une logique tout à fait assumée, documentée, c'est pas le sujet de notre entretien, mais je l'affirme, je suis capable de le démontrer, de conquête mondiale. D'accord ? À partir de là, et ça ne peut fonctionner qu'avec une population de base dans les pays à conquérir politiquement de plus en plus musulmane, sachant que l'idée, c'est de tout faire pour que cette population ne s'intègre pas, auquel cas ils sont perdus aux yeux des islamistes, mais au contraire, on les désintègre par tout un tas de mécanismes, notamment le processus provocation-victimisation, d'où les histoires de voile, dans le foot, etc. Et d'où d'ailleurs, je fais une parenthèse, mais c'est très important de comprendre ce qui se passe actuellement en France, puisque les islamistes se sentent en position de force sur le territoire français, politique, hein, je ne parle pas de la violence, d'où, depuis 2 ans, des notes de renseignement qui sont pendues au signal d'alarme sur l'offensive des islamistes, essentiellement dans les milieux de l'enseignement secondaire et post-bac, et dans le sport amateur et professionnel. Bon. Mais c'est intéressant de le savoir. Donc, l'idée, c'est d'avoir de plus en plus de musulmans et d'empêcher leur intégration, parce que s'ils s'intègrent, il n'y a absolument aucun problème. Hein, on est d'accord. La difficulté, c'est quand vous avez une minorité forte de gens qui ne sont pas intégrés, souvent d'ailleurs des gens des 3e et 4e générations. C'est tout à fait spectaculaire. Les darons, comme on dit, les parents qui sont des années 60-70, beaucoup se sont totalement fondus dans la population. Et leurs enfants et petits-enfants posent souvent plus de problèmes. Encore une fois, je n'essentialise pas, mais tout ça est documenté statistiquement, etc. L'objectif étant qu'il y ait une minorité qui réclame au nom de l'islam, mais là ça devient de la politique, des droits qui dérogent aux valeurs fondamentales de la démocratie française, et notamment un droit au blasphème, des différences sur les femmes, etc., qui sont totalement, absolument, viscéralement inacceptables. Le but, c'est évidemment de faire de la France, comme d'autres, une terre d'islam. D'ailleurs, Al-Qaradawi, qui était l'un des patrons, en tout cas l'un des grands penseurs des frères musulmans, a écrit en 1991 que la France était désormais dar à l'islam, c'est-à-dire était désormais une terre d'islam officielle, compte tenu déjà du nombre de musulmans qui y étaient, etc. Aujourd'hui, dans un communiqué récent, en marge d'une polémique autour du livre de Florence Bergeau-Blachler, remarquable, sur l'entrisme des frères musulmans, elle s'est retrouvée menacée de mort, etc. Voilà. Des programmations par lâcheté. Là, on assiste au livre de Michel Houellebecq, en fait. Hein, absolument. Mais donc, à la concrétisation de cet abandon. Tout à fait. De cette, oui, bien sûr. Les gens qui résistent un peu trop, on les menace, et du coup, plus personne ne veut les recevoir parce que tout le monde a peur. Exactement, on a peur du trouble à l'ordre public. Absolument, on a peur du trouble à l'ordre public. Supposé. En terroriser un pour en faire taire 1000. Voilà. Mais donc, en marge de cette polémique, l'ex-UOIF, donc musulman de France, qui est la tête officielle des frères musulmans en France, a fait un communiqué dans lequel ils disent, incidemment, dans une phrase, il y a une phrase qui commence par, ou dans laquelle il y a les 10 millions de musulmans français. Donc, eux estiment qu'ils sont 10 millions en France, sur 68 millions de la population. Point suivant, et je suis toujours dans la réponse à votre question, si on regarde les sondages, et notamment un sondage qui a été fait par un institut, je ne peux pas me tromper, donc je ne le cite pas, mais j'hésite entre deux, mais en tout cas, en novembre 2020, 57% des gens se disant, parce qu'on ne peut pas dire aux gens tu es musulman, juif, chrétien, etc. Donc c'est déclaratif. Première question, vous sentez-vous plutôt
juifs, chrétiens, musulmans, etc., ou athées. Donc 57% des gens qui répondent musulmans à cette question, donc qui se déclarent musulmans, considèrent que la charia prime sur la loi de la République. Quand on descend chez les moins de 25 ans, on dépasse, la majorité est encore plus importante. Donc c'est extrêmement inquiétant, puisque cela veut dire que sur le long terme, on a une fracture qui est de plus en plus grande, qu'on voit aussi avec une gentrification et dans des endroits où il n'y a absolument pas de violence, ou en tout cas pas plus qu'ailleurs, des quartiers entiers qui s'islamisent avec des tenues traditionnelles, avec des commerces qui ne sont plus que halal, etc., et où le non-musulman est chassé, non pas par la violence, mais par l'expansion. Et donc, petit à petit, si on ajoute à ça les méthodes, notamment des services turcs pour faire de l'entrisme en ayant des gens élus dans les conseils municipaux, quelles que soient les étiquettes politiques, pour pouvoir ensuite peser sur le débat juridique et institutionnel, eh bien, on a affaire à une véritable pénétration. L'Union européenne étant gangrénée avec une naïveté absolument... Une campagne publicitaire avec le voile, mais c'est hallucinant. La jeunesse européenne. Il y a un organe qui s'appelle la FEMISO, qui est une association frériste et qui a des subventions, qui a table ouverte à Bruxelles, etc. Qui a plusieurs fois été pointé du doigt. Oui, bien sûr. Qui continue avec ses campagnes d'affiches. Je crois que la femme voilée a disparu. Elle n'est plus dans la prochaine. Mais la FEMISO est toujours là. Et elle a des subventions européennes. Donc, on est dans une logique qui, pour répondre à votre question à la fin, ça, donc, évolution de la population dont la base évolutive est à majorité musulmane, parmi lesquels une majorité, en tout cas chez les jeunes, prône un séparatisme, égale nécessairement un éclatement. C'est mathématique. C'est-à-dire, si vous prenez tous les ingrédients, les chiffres, la durée, ça ne peut pas ne pas, sauf peut-être s'il y a une grosse prise de conscience avec un changement radical de dogme et donc de décisions politiques qui sont prises dans les courtes années qui viennent. Mais à 5 ou 10 ans, ça ne peut pas bien finir, parce qu'il n'y a pas un pays où la population musulmane a dépassé 30 ou 35%, qui a conservé son système politique et son mode de vie. C'est terrible ce que vous dites, et on a presque l'impression qu'il faudrait redémarrer le modèle le modèle assimilationniste français, enfin en tout cas le modèle de créer des Français, quoi, finalement. Oui, mais moi je suis d'accord avec vous, mais j'y réfléchis. Hein. Et qu'on n'y arrive pas, et que progressivement on se voit imposer un communautarisme à l'anglo-saxonne, quelque part. Alors ça aussi, parce que les anglo-saxons ont beaucoup de mal à comprendre la façon dont la France s'est construite historiquement. Eux, ils sont plus, comme vous le dites, dans une logique de juxtaposition. Les États-Unis, c'est une terre d'immigration, donc ça n'a rien à voir. Mais l'Angleterre, ils ont tenté, et puis quand en juillet 2005, il y a eu ces attentes... la Belgique ou des pays comme ça. La Belgique est considérée, la Belgique est dans un état très très grave de communautarisation et d'islamisation. Mais pour avancer sur une des solutions, moi c'est d'ailleurs le sens de mon engagement, et de sa force, de sa vigueur et des ennuis qui vont avec. Je pense qu'il faut commencer, d'abord il faut rétablir une vraie autorité qui dépasse très largement le sujet dont on parle. Nos concitoyens sont exaspérés par l'explosion de la violence sur le territoire, et il y a une fracturation, tout ça enchaîne des phénomènes multiples de fracturation, donc il faut absolument rétablir l'autorité. Ça, c'est la première chose. Mais au-delà, mais ça, c'est du curatif. Maintenant, pour guérir sur le long terme, il faut totalement changer la façon de nous regarder. Il faut que nous redevenions désirables comme peuple, comme civilisation. Et pour être désirable, il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est à la base de la psychanalyse, il faut commencer par se réaimer avant de pouvoir être à nouveau aimable. Tout ça, ça ne peut passer que par le fait de se réapproprier la question. D'abord, c'est une question de transcendance. Sonia Mabrouk a raison de parler de transcendance, elle n'est pas la seule. C'est un mot qui revient un peu dans le débat public. Moi, j'en suis persuadé depuis longtemps. Il faut savoir qui nous sommes. Je parlais tout à l'heure de nos racines gréco-latines, de tradition judéo-chrétienne, d'un mode de gouvernance qui est malgré tout fondé sur la bienveillance, d'égalité homme-femme, de droit d'aimer qui on veut, de droit de croire ou de ne pas croire. Tout ça, c'est des valeurs fondamentales qui, déjà à ce stade, nous dissocient complètement des islamistes. Une fois qu'on a redit ça, on a un narratif. Comment font les jeunes
pour séduire et recruter des islamistes. Ils disent la chose suivante, je caricature. Ils disent, tu vois, les mécréants, c'est-à-dire nous, ils ne croient plus en rien. C'est un peuple individualiste et mercantile. Nous avons l'Oumma, nous avons notre tradition, le prophète, etc., et toute cette glorieuse histoire qui nous amène à la conquête. Ben, il faut faire, non pas un contre-discours, il faut juste reprendre le cours de notre discours. Et nous, on est allé loin, parce que... On a allé très loin, mais quand on était... Les LGBT, pour eux, la destruction de la famille, enfin, tout ça va avec. dans le Alors, même... avec en plus des alliances contre nature extraordinaires entre certains LGBT et des islamistes qui les tueraient la première semaine. Absolument, s'ils étaient au pouvoir. Mais revenons sur ma manière de voir les choses, et qui est en fait le sens profond de mon engagement sur ce sujet. C'est que je ne pense pas que tout soit foutu, parce que sinon je ne serais pas là, je profiterais de la vie et du soleil couchant. Donc je ne pense pas que tout soit foutu. Je pense que ça va être très compliqué, qu'il va falloir maintenant des gens de caractère, et c'est quelque chose sur lequel moi j'ai beaucoup réfléchi, y compris en termes de transcendance personnelle, parce qu'on ne peut tout simplement pas laisser faire ce mécanisme. Donc ça passe dans le discours par une réappropriation complète de notre identité, sans arrogance, mais sans faiblesse. Et en étant juste nous-mêmes et en étant fermes sur le respect de nos propres règles sur notre territoire, nous retrouverons le respect des gens qui sont en face, parce que contrairement à ce que beaucoup de gens, c'est pas la faiblesse qui fait gagner le respect, c'est l'autorité et le cas échéant, l'exercice de la force lorsqu'elle est légitime, et y compris de la violence lorsqu'elle est légitime. Mais ensuite, dans un narratif, rendre à nouveau désirable le fait de devenir un citoyen de la République française, quelle que soit l'origine et la couleur de peau, c'est pas le sujet du tout. Le sujet, c'est d'adhérer. On s'est beaucoup moqué des livres Nos ancêtres les Gaulois qu'on faisait lire à l'époque à des gens qu'on voulait assimiler. Mais en fait, c'est tout à fait essentiel. Moi, j'ai vu un réfugié originaire d'Afrique noire au Danemark, et le gars disait « Mes ancêtres, c'est les Vikings ». Une fois qu'on a souri, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air. Parce que ce type était complètement inséré. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il oublie d'où il vient, sa tradition, sa famille. C'est pas du tout ça dont on parle. C'est pas du tout ou rien. C'est du sociétal versus du privé. Donc là, il faut raconter à nouveau notre histoire de France. Aujourd'hui, les enfants, moi je regarde les programmes de livres d'histoire à la maison, quand maintenant ils sont plus grands, donc il y a moins de livres d'histoire, mais j'ai vu des choses effarantes ces 10 dernières années, par rapport même je ne vais pas faire l'ancien combattant, mais ce que nous avions dans les années 80, et encore quand on regarde les livres de nos grands-parents, donc dans les années 60, il y avait non pas un roman national, j'aime pas l'expression, parce que ça donnerait l'impression que c'est faux, mais il y avait un récit, et on prenait les choses. Aujourd'hui, qu'on a du recul, par exemple, sur la décolle de Roland à Roncevaux. Mais j'allais vous en parler. Roland à Roncevaux. Qui aujourd'hui, dans la nouvelle génération, connaît Roland à Roncevaux. Roland à Roncevaux. En plus, c'est très intéressant, de façon allégorique, parce qu'il sonne l'alarme, etc. En plus, il meurt. En plus, il meurt. Le Bayard, je donne dans le désordre, du Guesclin, Charles Martel, Jeanne d'Arc. Alors on dit, Charles Martel et Jeanne d'Arc, t'es fou et tout. Ben non, je suis pas fou, c'est notre histoire. C'est comme ça. Mais il faut juste... on la voit sur l'autoroute quand on passe à Orléans. Il faut l'avoir au cœur. Non, mais il faut l'avoir au cœur, et puis il faut l'avoir hors d'un folklore ou de quelques... voilà. Croyez-moi, dans ce que je dis... Il faut vraiment la comprendre, quoi. Croyez-moi, dans ce que je dis, c'est pas au sens folklore. Que chez Jeanne d'Arc, il y a quand même le temporel et le spirituel qui se mélangent. On est vraiment dans la transcendance absolue. Mais c'est pour ça que... il n'est pas question que la France, de nier le fait que la France est un État laïque, puisque c'est sans doute aujourd'hui ce qui fait sa force. Mais pour autant, c'est pas parce que c'est un État laïque que ça n'est pas un pays qui est de tradition chrétienne. Bien sûr. Et on ne peut pas comprendre les églises, on ne peut pas comprendre l'architecture, on ne peut pas comprendre même... mais même le président de la République, le monarque, il y a quand même une relation. Il y a quand même le corps, la représentation du corps mystique de la France. Et la fraternité. Dans les deux. Et la fraternité, c'est aussi charité, fraternité, ce sont des valeurs fondamentalement chrétiennes. Donc, il ne s'agit pas de partir dans le mysticisme, il s'agit juste de se souvenir qui nous sommes, d'où nous venons et où nous voulons aller. Et quand nous serons à nouveau forts de ce que nous sommes, y compris en étant lucides sur les conneries qui ont été faites. Il ne s'agit pas de dire que tout est formidable. Il y a des erreurs qui ont été faites, il y a des choses sur lesquelles il faut être capable de dire « là, on s'est trompé ». Comme dans la vie d'un homme, un homme doit être capable de dire « là, j'ai déconné ». Mais à l'échelle d'un pays, c'est exact. Il faut arriver à nouveau à ça.
mais sans excitation, sans hystérie. C'est un équilibre qui est très très difficile, c'est une ligne de crête. Mais je pense qu'il faut des gouvernants qui aiment les gens. Aujourd'hui, ça s'est un peu perdu. Il faut montrer qu'on aime son peuple, qu'on est prêt à le protéger et qu'on s'inscrit et qu'on a compris qu'on s'inscrivait dans la tradition d'une France millénaire qui est prête à accueillir, mais pas au prix de se renier et encore moins de disparaître. J'ai une dernière question. Il y a une phrase que vous avez prononcée qui m'a interpellé. Vous avez parlé de votre engagement, vous avez dit « et les ennuis qui viennent avec ». Vous êtes venu avec 2 officiers de police. Vous êtes menacé? Alors moi, je suis, on en parlait tout à l'heure, depuis le début des années 2010, je suis un des premiers. Alors, encore une fois, je ne suis pas le seul, hein, mais à l'époque, on n'était vraiment pas nombreux à travailler sur les conséquences, notamment du départ en 2012-2013 de jeunes Français, de jeunes Occidentaux en Syrie. Et donc, j'ai commencé à sortir de mon rôle d'avocat pénaliste, certes déjà beaucoup au service des forces de l'ordre et intéressé par ces questions. Mais j'étais intéressé par le prisme judiciaire. Là, je me suis intéressé de façon beaucoup plus large à la question de l'islamisme, etc. Et donc, je me suis mis à en parler, je me suis mis à écrire, j'ai été invité, etc. J'ai malheureusement annoncé, était un de ceux qui en 2014 ont annoncé ce qui allait arriver. À l'époque, on me prenait un peu pour un illuminé. Malheureusement, j'avais raison. Et donc, j'ai été assez vite ciblé, parce que j'étais un des premiers à parler, donc j'ai été vite ciblé. Donc, il y a eu un certain nombre d'épisodes désagréables, d'ores et déjà une mise sous protection juste après Charlie. Et les choses n'ont fait qu'empirer, puisque aujourd'hui, non seulement je continue à voir et à comprendre ce qui se passe, y compris sur le plan de l'islamisme politique, hein, pas seulement sur la violence, mais j'ai, par mes activités, par le fait que vous avez la gentillesse de m'inviter, par le fait que je fais aussi, il ne faut pas le cacher, un petit peu de politique, bref, que je suis très présent sur le sujet. Et donc ça n'a pas cessé. Je suis... Non seulement ça, mais il y a une vidéo venue de l'étranger qui a donné lieu à une procédure au parquet national antiterroriste qui était... vous concernant. Oui, et je dois vous dire que autant quand vous faites insulter sur les réseaux sociaux, même quand les gens viennent au contact, moi j'ai été parachutiste dans l'armée, j'ai fait beaucoup... J'ai pas peur du contact physique, etc. Mais quand vous êtes l'un des personnages d'une vidéo qui menace la France et qui vient d'un pays où ces choses-là ne sont pas prises à la légère et qui a l'habitude d'envoyer des gens en Europe pour y semer la violence, je ne vous cache pas que c'est un petit peu spectaculaire, mais ça ne va pas faire baisser ma détermination, d'abord parce que une fois qu'on y est, on y est, et parce que je reste convaincu, mais ça je crois que vous l'avez compris, que c'est en étant fort et en montrant qu'on n'a pas peur et en montrant qu'on est déterminé, qu'on a une petite chance d'infléchir les choses, à condition évidemment de ne pas être tout seul. Très bien. Thibaut de Montbrial, merci beaucoup pour cet entretien. Je crois qu'on a un peu dépassé le temps, mais c'était passionnant et c'est bien de remettre les choses, surtout dans ces périodes très très troubles, hein, j'évoquais ce poignardage à Annecy qui a beaucoup marqué la France, qui a beaucoup marqué nos contemporains. C'est bien d'avoir une idée, de savoir ce qui se passe et de pouvoir recevoir un spécialiste comme vous. Merci beaucoup d'être venu chez Omerta. Merci à nos abonnés de nous avoir suivis. Et puis, je vous donne rendez-vous, comme chaque semaine, la semaine prochaine, pour un nouveau grand entretien. Au revoir et à très bientôt. Ta tête cognée sur les rochers, ding, ding, poussée par les vagues de la jetée, ding, ding. Ton corps suivait tout relâché, ding, ding, tout nu comme un nouveau-né, ding, ding. Tu voulais regagner la terre, ding, ding, comme autrefois les mammifères, ding, ding. الفرنسيين ما يعطونا خيمة. Mais ces derniers étaient vivants. Ding, ding. Pour toi, il n'en est plus question. Ding, ding. Yeah, I was pregnant with Miriam because of rape.